On est super content d'avoir cette occasion de partager un moment un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement, puisqu'on essaie d'organiser cette toute première table ronde autour de la création d'objets culturels. J'aurai l'occasion de vous présenter nos intervenants de ce soir qui vont partager avec nous leur parcours et la manière dont ils ont pu interagir d'une profession à l'autre, entre auteurs, éditeurs, illustrateurs. Mais avant ça, je voudrais en profiter pour remercier la ville de Blagnac qui nous accompagne évidemment depuis notre création et plus particulièrement ce soir puisqu'on a pu bénéficier d'un soutien logistique important de la part du service des manifestations pour pouvoir avoir une disposition un petit peu sympa à vous proposer. Et j'en profite également pour remercier notre élu à la culture, Momo Mafri, qui nous fait le plaisir d'être là pour le commencement de cette soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir. On peut l'applaudir encore une fois, si vous voulez. Ah, ça mérite, c'est vrai. Je suis actif, voilà, à fond, que ce soit au boulot, à la mairie, ou que ce soit au niveau de cette belle association. Alors, je lui dis à la partie, on présente comment les enfants de rallier, ou on dit les enfants de rallier. Donc, bonsoir tout le monde. Voilà, donc je tiens aussi à excuser Cyril Bretet, qui est conseiller municipal à la culture, en charge des associations, qui ne pouvait pas venir ce soir. Quelques petits mots. D'abord, content de voir autant de monde aussi. J'apprends quand même que vous êtes 105 quand même, au sein de cette association, donc c'est pas anodin, hein, c'est une belle dynamique. Ensuite, comme j'ai pu me le dire à l'aparté tout à l'heure, j'ai pu vous voir 2 fois sur 2 ans sur l'année dernière ici, mais pas que. Sur la grande manifestation de Blagnac Joue. Et ce qu'on a retenu, nous, c'est votre pêche, quoi, votre dynamisme, en tout cas ce qui était présent ce jour-là. Et on a vraiment envie de réciprocité. Donc ce que je disais à Quentin, on a eu un mois de juillet très chargé en termes d'animation, donc on peut eu trop le temps de se trouver des créneaux, vous avez vu, des animations, les festivités, la fête des rues, la fête des écoles, la fête des associations, enfin bref, la fête de plusieurs projets. Il y a un juillet, on était très chargé, donc pas trop l'occasion d'approfondir le sujet. Cependant, on a lancé la saison culturelle. Et là, je pense qu'à mon avis, j'ai dit à Quentin, et quand je le dis, je veux m'y engager, à organiser une réunion avec les membres de vos administrations et l'équipe en charge de la saison culturelle. Je pense qu'il peut y avoir une interactivité entre vos objectifs et les nôtres, et animer aussi auprès de tous les publics blagnacais, de la petite génération, bien sûr, jusqu'aux seniors, garçons et filles. Et c'est ça l'objectif, c'est aussi politique. Et je sais que pour nous avoir vu sur Blagnac Joue, il y a de la passion, et donc automatiquement, s'il y a de la passion, il y aura du public, c'est évident. Donc, un peu de transversalité, un projet aussi à lien avec la mairie, et pourquoi pas aussi avec d'autres partenaires associatifs, notamment. Mais à partir de là, moi j'y crois, parce qu'on vous a vu, et franchement, on va vous donner la patate, vous donner envie d'aller vers vous. Et le discours de Quentin et de toute l'équipe, en tout cas, nous sensibilise et donne envie, en tout cas, de vous soutenir. Voilà. Je vous souhaite bien sûr une excellente soirée, un excellent débat, en tout cas, et à très vite à la rentrée pour, je l'espère et j'en suis certain, des projets partagés. Bonne soirée. Merci Momo pour ces quelques mots et pour le soutien de la mairie. On y est évidemment très sensible, ne serait-ce que cette salle dont on parlait à l'instant, dans laquelle on est installé depuis plus de 30 ans et à laquelle on est particulièrement attaché, qui nous permet d'être aussi nombreux et de nous retrouver dans des conditions qui sont quand même particulièrement confortables, et d'organiser un événement comme celui-là, qui est une grande première. Donc j'en profite pour en appeler dès à présent à votre bienveillance. Et donc là, je me rends bien compte qu'il y a un gros pas à franchir, ça ne va pas être facile pour vous, vous allez faire un petit effort, puisque on navigue un petit peu en plein inconnu. Heureusement, cette soirée, elle va se passer avec l'aide de professionnels qui vont nous accompagner et qui vont nous aider à faire de ces échanges une réussite. Donc, je vous invite à me rejoindre sur scène, tous les 5.
Donc je vous rappelle l'objet de cette soirée, l'objet de cette table ronde, c'est d'associer des acteurs du secteur toulousain, entendu au sens large, du milieu culturel, autour d'une question, d'un ensemble de questions qui tournent autour de la création d'objets culturels. On sait que ce sont des processus qui sont longs, qui font appel à des compétences très diverses, et l'idée c'était de partager avec différentes professions qui contribuent à ces projets, partager sur leur réalité et essayer de voir un petit peu à la fois comment on sort de l'auberge, comment est-ce qu'on se lance dans un projet de création d'objets culturels, et également voilà, comment est-ce qu'on interagit entre métiers, quels sont les points de friction ou au contraire les facilitations d'une profession à l'autre. Donc je vais peut-être vous inviter à vous présenter, vous le ferez certainement mieux que je ne le ferai. Donc je vais vous laisser la parole, alors on va faire dans l'ordre. C'est un ordre. C'est bien la première fois qu'on m'appelle là. Je ne sais pas si c'est bien raisonnable. Non, on va plutôt donner la parole à Baptiste. D'accord. Un seul, ça doit suffire. Bonsoir à tous. Je m'appelle Baptiste, j'ai 37 ans, je suis auteur de cobaye, auto-éditeur aussi, mais quand on va parler des points de friction, voilà, je le précise tout de suite. Et c'est un jeu de science-fiction. Et c'est un projet qui est basé tout au début, quand je sortais du lycée. Voilà. Bonjour à tous, donc moi c'est Nicolas, je suis illustrateur. J'ai travaillé sur pas mal de projets de jeux de rôle, un petit peu de jeux de société également. Et je fais ça depuis environ 10-12 ans. Voilà. Pour ceux qui sont trop jeunes pour s'en souvenir, c'est Nicolas qui a réalisé notre affiche que vous voyez derrière. Moi, c'est Marion, j'ai 33 ans. J'ai créé une chaîne qui s'appelle Suck My Dice, où je fais des critiques de jeux de rôle. Et à côté de ça, j'écris dans le Geek Magazine des critiques sur la pop culture ou des analyses de jeux. Et je suis aussi présidente du fan club de Patoche. Voilà. Merci pour lui. Donc moi c'est Simon, donc j'ai passé 3 ans en étant directeur littéraire d'un festival qui n'aura jamais lieu, l'école Merveille. Pour ça j'ai aussi fait des interviews sur YouTube, et c'est moi qui suis à la place. Et je suis co-auteur du livre Les Mythes de Lovecraft, paru chez Nice Édition en octobre dernier. Bonsoir, moi c'est Stéphane, j'ai 25 ans. Je suis venu jouer dans cette salle il y a très longtemps, chez Joie, et je représente le monde de l'édition puisque je suis le patron du studio Edge qui fait partie du groupe Asmodée. Voilà. Non, quand t'as dit ça, normalement. Ah, c'est qui le taulier. Bien, merci à tous pour ces quelques mots. Alors, on va essayer de poser quelques questions. D'abord, juste petit point technique. Est-ce que sur le plan acoustique, ça marche? C'est bon pour tout le monde, y compris au fond de la salle? Après, pour ceux qui sont au fond, il reste des places devant. Ça fait toujours plaisir, ça. Il reste des places devant. Et il reste surtout des gens qui ne sont pas encore arrivés. Donc, à la limite, ce que vous faites, vous vous asseyez bien au fond, comme ça, quand ils arriveront, on leur foutra bien là en haut, ça leur fera passer devant, ça sera bien désagréable pour tout le monde. Ça va être chouette. Par ailleurs, on a essayé de jeter sur le papier quelques questions, mais je ne suis pas convaincu qu'on ait couvert l'ensemble du sujet. Donc, si de votre côté, vous avez des questions à poser, eh ben, il y aura un temps d'échange avec la salle, évidemment, à la fin, pour que vous puissiez approfondir les sujets qui vous semblent pertinents. Donc, écoutez, on va peut-être commencer là encore par Baptiste, hein, c'est par manque d'originalité, je l'ai fait une fois, je vais faire commencer. Baptiste, comment est-ce que tu as franchi le pas de passer professionnel? Alors déjà, je vais le dire tout de suite, je ne suis pas professionnel. Comme je le disais, le projet de base sort du lycée. À la sortie du lycée, j'avais envie de faire un truc avec les potes. Vraiment, ça part de là. L'envie de se marier avec des copains et d'écrire des conneries. Et à un moment, en fait, moi, il y avait le fait de cette fameuse phrase « Je suis en train d'écrire un livre ». J'en avais marre de la tourner comme ça. Je voulais dire « J'ai écrit un livre ». Même si j'étais le seul à avoir un exemplaire, voilà, je voulais dire cette phrase-là. Un aboutissement personnel, en fait. Voilà. Alors,
deuxième question. Juste, ton jeu parle de transhumanité, de recherche expérimentale sur les humains sans bioéthique. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce thème en particulier? Alors, j'ai commencé le jeu de rôle au lycée, et comme beaucoup à mon époque, j'ai commencé sur Donjons et Dragons. Et pourtant, j'aurais bien voulu jouer à des jeux de science-fiction, et beaucoup plus réels que Star Wars. Bon, j'apprécie Star Wars, il n'y a pas de souci. Par contre, je n'entre pas dans notre réalité. Et cette recherche, c'est à la base la volonté de pouvoir aussi emmener les joueurs dans un imaginaire qui va très vite. Si je vous dis on va à Paris, vous avez les images de Paris qui vous arrivent. Maintenant, je vais vous dire qu'il y a des robots à tous les coins de rue, et ainsi de suite. Mais vous avez les premières images qui arrivent. Et j'adore initier les gens. Et donc, trouver un imaginaire facile et accessible, ben, la réalité, c'est ça en fait. Du coup, Marion, on change d'acteur. T'es prête? Ouais. Comment est-ce que tu choisis tes sujets d'articles? Est-ce que tu réponds à des commandes ou est-ce que tu le fais, alors que ce soit tes articles pour le Geek Magazine ou que ce soit ceux que tu as mis dans ton blog, est-ce que c'est quelque chose qui te... Enfin, tu réponds à une attente ou est-ce que tu le fais en fonction de ton feeling? Pour le Geek Mag, il y a le rédac chef qui me dit ben là j'ai envie que tu me trouves un jeu un petit peu barré, un petit truc qui change, qui va interpeller les lecteurs, donc trouve-moi un truc qui soit moins classique que ce qu'on peut lire de base dans la presse en fait. Donc c'est comme ça que j'ai eu à chroniquer par exemple Nuit, qui est un jeu de rôle qui se joue dans le noir. Ensuite ça va se faire aussi par sujet qui est un petit peu insolite. J'aime bien les jeux qui ont des mécaniques de jeu originales et qui bousculent un petit peu ce qu'on peut voir traditionnellement dans une asso, quoi. J'ai fait mes armes dans les associations, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai découvert plein de mécaniques de jeu, c'était très cool. Mais à un moment donné, je me suis dit, il se trouve qu'en France, on a eu la chance d'avoir une production ludique qui est vraiment très originale. Et je me suis dit, pourquoi pas le mettre en avant en fait. Et du coup, c'est comme ça que je suis partie là-dedans. Tu as une approche dans ton blog ou sur tes vidéos qui témoigne d'une approche très académique. Tu fais pas mal de recherches avant de produire. Comment est-ce que tu structures ce travail de recherche? D'abord, j'essaye d'envisager le jeu de rôle comme un média qui est traversé par plusieurs autres disciplines, que ce soit la littérature, le cinéma, la psychologie, la pédagogie et tout ça. Et je me constitue une bibliographie qui a un rapport en fait avec le thème principal du jeu. Je vais aussi regarder dans les livres de game design que m'a conseillé notamment Jérôme Larrey. Essayer de remettre un peu en perspective par rapport aussi aux autres jeux de rôle qui peuvent être produits sur la même thématique pour faire un peu un corpus intéressant qui puisse être comparé entre toutes ces disciplines, quoi, en fait. Et ça prend beaucoup de temps, c'est vrai. Je pense que je lis environ 4 livres par vidéo qui puissent traiter de ce sujet quand il est choisi. Et puis voilà. Mais après, ça me semble indispensable d'avoir un regard un peu global sur le média parce que le jeu de rôle en lui-même n'est pas que ça. Enfin, c'est vraiment le reflet de quelque chose d'autre. Ce qui m'amène peut-être à poser une question à Simon. Alors d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le boulot d'un directeur artistique pour un festival, même s'il n'a pas lieu? Alors moi, je n'étais pas directeur artistique. Directeur littéraire, pardon. Je vais y arriver. Ouais, la différence est subtile, elle existe. Moi, mon boulot, c'était de choisir les thématiques et à partir de là, de devoir inviter des auteurs et, de romans essentiellement, puisque nous, on était souvent sur un festival littéraire. Pardon. Donc du coup, je devais construire en fait un listing d'invités cohérents par rapport à une thématique, par rapport à des contraintes qui m'étaient données. Et donc je devais, en tant que directeur littéraire, ton boulot, ça va être de choisir en fait les grands noms et puis ceux qui vont venir. Donc d'aller chercher en fait chez des auteurs qui n'ont pas encore percé et de devoir dire voilà, cette personne mérite d'être invitée au même titre que Steven Erikson ou d'autres qu'on avait sur les listes à l'époque. Et aussi donc du coup s'assurer d'une certaine qualité littéraire de nos invités. Est-ce qu'il y a la nécessité d'essayer de trouver une connexion entre les différents invités,
essayer de trouver une thématique, quelque chose qui les rapproche, ou est-ce qu'au contraire, on va essayer d'avoir quelque chose de très diversifié? Alors, moi, mon approche était d'avoir un truc diversifié, mais en réalité, quand tu vas démarcher des éditeurs pour dire, moi, je veux tel auteur, tel auteur, tel auteur, ils vont te répondre, oui, mais si on n'a pas d'actualité sur cet auteur-là, pourquoi est-ce qu'on le ferait venir? Pourquoi est-ce qu'on participerait à 50% d'un billet d'avion depuis l'Australie pour faire venir James Islington, par exemple, alors qu'il n'a pas d'actualité? Et là, vous dites, ah, ben, c'est pas qu'il a une actualité, mais en fait, on a tel autre auteur qui sont aussi des auteurs de urban fantasy, ce que tu veux. Et du coup, ça a un sens de le faire venir. Et donc, c'est là où on doit pousser, en fait, par les connexions, les éditeurs à s'engager, parce qu'on n'a pas des budgets limités, donc il faut que les gens tout le monde participe pour faire venir les gens, surtout quand ils viennent de loin. Quand c'est des auteurs toulousains, on leur paye ça c'était censé être au mythe, on leur paye un petit chèque de tram et les frais étaient réglés, mais quand on doit venir, comme je vous disais, parce qu'il était question d'avoir Steven Erikson qui venait du Canada, James Islington qui vient d'Australie, c'est pas les mêmes prix pour les faire venir. Donc du coup, il faut que l'éditeur participe, et pour ça, il faut avoir les bons arguments. Et ces arguments-là, c'est soit il y a une actualité, soit il y a une thématique. Nicolas, on t'a pas encore embêté. Voilà, ça y est. Alors, une petite question pour commencer, hein, ça reste l'échauffement. Comment est-ce que tu t'es formé, comment est-ce que tu t'es adapté pour passer du fait de concevoir pour toi à celui de concevoir pour les autres? Comment est-ce que tu as construit ton processus de formation? Alors, j'ai pas fait d'études d'art, je suis autodidacte. Donc, c'est une adaptation qui se fait. Il n'y a pas vraiment de processus en fait. J'ai au départ assez peu adapté mon style. Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire. J'ai gardé le style que j'avais quand je faisais des dessins pour moi. Et je me suis contenté de proposer des dessins à des éditeurs au début. Donc c'était vraiment pas dans l'optique de devenir pro. C'est vraiment comme ça, je me suis dit, on ne sait jamais, ça peut marcher. Et ensuite, j'en suis venu, donc j'ai eu un contact avec l'équipe des Ombres d'Estérin, qui était au tout début de la création du jeu. Ils cherchaient des illustrateurs. Donc c'est comme ça en fait que je suis rentré dans le truc. Donc j'ai pas vraiment eu un processus de changement de mon style. J'ai essayé de m'adapter bien sûr à leur cahier des charges, parce qu'ils ont une ligne artistique assez précise. Mais il n'y a pas eu de gros changements pour moi. Justement, tu évoquais le moment où ce point de bascule où tu es passé professionnel. Ça s'est passé juste comme ça. Tout a découlé de ce premier travail pour les Ombres d'Estérin. Oui, alors je dis passer professionnel, simplement je fais ça, comme on en parlait tout à l'heure, je ne me tire pas un SMIC en fait. Je ne suis pas pro, je ne pourrais pas en vivre dans des conditions normales. Il se trouve que là, je peux ne faire que ça, je peux me permettre de faire que ça. Mais voilà, j'ai pas énormément de boulot non plus. Donc, oui, les Ombres d'Estérin, ça a été vraiment le début, le départ. Et ça continue à être un de mes principaux clients. Enfin, les éditions à Bateau. Tu peux nous rappeler un petit peu quels sont les autres grands projets sur lesquels tu as bossé, parce qu'il y avait quand même des noms qui claquent. Alors, j'ai travaillé pour... il faut que je me rappelle le nom des éditeurs, ça c'est pas évident. Aventure dans le monde intérieur, par exemple. Les Oubliés, là, ça c'est récemment, avec Geoffroy Rassault. Il y a eu quoi? Il y a très récemment, il y a Tainted Grail, c'est toujours pour Agathe Édition. Traduit en français. C'est chez lui. Mais tout est chez lui, c'est pas Il y a eu Midnight d'ailleurs, à quelques petites. Et j'en oublie forcément. Mais là, ça ne me vient pas. T'as pas pensé à lui dire bonjour patron quand t'es rentré? C'est vrai, j'aurais pu. Merci Nico. Stéphane, à ton tour, enfin, il était temps que tu passes, on a gardé le plus vieux pour la fin. Le meilleur pour la fin.
l'édition? C'est un accident? C'est potion magique? Il faut coucher? Oui, il faut coucher. Là, dans mon cas, en plus, il faut aimer les hommes. Non, on se connaît depuis super longtemps. Moi, j'ai toujours été joueur. Liste principalement. Je fais du jeu de figurines, du jeu de cartes et ainsi de suite. Et j'ai rencontré des gens qui, à l'époque, pour les plus anciens, étaient il y a eu deux grosses maisons d'édition en France. C'était Asmodée, donc avec Marc Ménès et Croc. Et Croc, avec qui je bosse, et Ludis de l'autre côté, qui était basé sur Toulouse. C'est ceux qui étaient aussi dans la rédaction de l'univers parallèle. Ludis, c'est ceux qui ont introduit White Wolf en France. Donc il y a même des suppléments qui sont français, style France, pour Grace, et ainsi de suite. Et il se trouve que mon parcours professionnel m'a éloigné un peu de cet univers-là. Et à un moment donné, le patron de l'époque, Gilles Garnier, que je connaissais bien à titre personnel, professionnel, même ludique, m'a appelé parce qu'il fallait rationaliser son entreprise. Voilà, ça s'est fait. Sur un coin de mon bureau, il m'a dit tu veux bosser pour moi? J'ai dit oui, je me fais chier. Voilà. Donc c'est une histoire de connaissance, quoi. C'est un hasard qui fait que. Il allait chercher un Écossais pour rationaliser. Aussi. C'est pas con. C'est pas con, non, mais ça se tient, c'est cohérent. C'est bien vu. Comment est-ce que, collectivement, vous expliquez la richesse, la profusion de la production toulousaine, la richesse du milieu toulousain? Est-ce que il y a quelque chose dans le haut de la Garonne, je sais pas, c'est une bonne question. Alors, il y a un début d'explication. Deuxième ville universitaire de France. Donc, grosse population qui attire. Je pense qu'Airbus draine énormément de population avec des gens qui restent. Donc, il y a des cultures qui sont mélangées, qui sont croisées. Il suffit de voir l'assemblée qui est ici. Il y a des cultures qui viennent de partout. Et qui dit étudiant dit jeu. Qui dit jeu dit émulation. Et qui dit émulation dit voilà, j'ai envie de faire un jeu, j'ai envie de dessiner, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire un festival, ainsi de suite. Mais tant mieux pour nous, Ouais. somme toute. Tant que tu as le micro, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est un peu tard. Est-ce que tu pourrais nous expliquer vraiment le rôle de l'éditeur dans le processus? Parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde ce qu'amène l'éditeur, ou ce qu'il retire d'ailleurs. Alors, l'éditeur, normalement, par rapport à l'autre-éditeur, c'est quelqu'un qui a. Alors, le terme peut choquer, mais il faut à un moment donné. C'est quand on arrive face à un banquier, qu'on dit je suis assommé, il regarde le compte, il fait ok, d'accord, je vous suis. Donc, l'éditeur, c'est certainement quelqu'un qui peut amener à la vie des projets qui ne seraient pas s'il n'y avait pas cette structure. Et l'éditeur, généralement, il a pignon sur rue et c'est plus facile pour lui de devenir un distributeur. Parce qu'un distributeur, éditer, c'est bien. Distribuer, c'est pas mal parce que ça permet de vendre et donc ça permet de réinvestir dans éditer. On peut le faire à ton auteur, mais c'est compliqué. On le sait. Donc, il se trouve que chez nous, en plus, on est à la fois éditeur et distributeur. Ça facilite grandement la vie. Mais et l'éditeur, c'est aussi quelqu'un qui se dit, alors, il faut prendre avec des pincettes, c'est j'ai une enveloppe budgétaire assez conséquente parce que j'ai réussi à faire des hits. J'ai des dividendes. Et je peux me permettre, moi, en tant qu'éditeur, à un moment donné, de faire des choix sur des jeux qui sont peut-être moins grand public, moins mainstream, mais qui intéressent une certaine partie de la population joueuse-joueur. Et moi, c'est pas très grave. C'est-à-dire que je peux me permettre d'en faire peu, de contenter une certaine partie de la population, parce que l'un dans l'autre, c'est plus facile. Alors, on parlait de l'auto-édition, du coup, forcément, on se retourne vers toi, Baptiste. Comme ça. Ça fait longtemps que ça ne t'est pas tombé dessus. Quand tu fais le choix de t'auto-éditer, quelles sont les principales difficultés que tu rencontres et comment est-ce que tu gères les compétences externes dont tu as forcément besoin pour arriver à un produit complet? Alors, c'est un choix que j'ai fait dès le début, parce que j'aime voir toutes les
j'ai même été distributeur pendant un moment. J'aime voir du début à la fin pour comprendre les tenants et les aboutissants de chaque corps de métier pour savoir ce qui m'intéresse vraiment dedans. Donc effectivement, j'ai tout fait. L'auto-édition, le principal problème, c'est exactement ce qu'on disait, c'est l'enveloppe. C'est pour ça que nous, on est passé par un financement participatif et que j'ai eu la chance, on parlait tout à l'heure de Bois, Toulouse, et ainsi de suite. Moi, je sais qu'il y a une des plus grandes imprimeries françaises qui est à Grouille, c'est Scouriac, et réellement, j'ai eu la chance de tomber sur eux, où j'ai fait une après-midi entière à parler de mon bouquin, mais pas à parler de comment on joue, ainsi de suite. Non, de quel type de papier, de quel type d'encre, de quelle machine on va utiliser, de pourquoi ça coûte ce prix-là, de pourquoi le prix est dégressif pour 200, 300, 400 exemplaires, de comprendre tout ça. Et donc, quand on me posait des questions ensuite sur pourquoi il vous faut autant d'argent, pour ça. Tu veux le payer moins cher? D'accord. J'enlève la couverture d'origine, j'enlève le couleur, j'enlève. Voilà. Mais pas de soucis. Évidemment, les joueurs grinçaient dans ce genre de choses. Mais c'est ça. Et moi, c'était une envie personnelle de voir tout. Voilà. C'est compliqué. Faut pas beaucoup dormir. Tu avais tu as fait travailler des amis en illustrateur qui ont eu envie, du coup, d'ailleurs, après cette expérience, de prolonger. Du coup, comment tu les as convaincus de s'embarquer dans cette aventure avec toi? Alors, on parle de Thomas Brizard, qui est un de mes meilleurs amis. Comment je l'ai convaincu? Une bière à la main? C'est triste, mais c'est bien. Non, il ne pourra pas beaucoup. Je vois des biens sonores, visiblement, il y a des trucs jouables. Non, je suis passé. À la base, c'est vraiment un truc entre copains. Et c'est vraiment ça. C'est un truc entre copains. Vous dites maintenant qu'on a professionnalisé. Moi, je travaille encore depuis mon salon, c'est très clair. Et Thomas aussi. Et effectivement, Thomas, c'est un très très bon ami. On parlait tout à l'heure de transformer son style et ainsi de suite. Moi, je sais que quand je donne une description à Thomas, j'aurai le dessin que je veux. On se complète tellement au point de vue de l'illustration et de l'auteur, inversement, que j'ai pas. Si, des fois, je veux dire, il peut être plus grand. Mais sinon, le dessin, c'est exactement ce que je veux. Comment je l'ai convaincu, c'est que il est aussi fou que moi, on va le dire comme ça, parce que là, en fait, on est sur un autre projet. Chut, on n'en parle pas trop. C'est lui qui est chef de projet, et c'est lui qui m'a dit tu viens m'aider pour l'écriture. Parce que bon, on a fait les dessins, c'était rigolo, maintenant on fait les règles. Voilà. Donc il n'y a pas. C'est des connaissances, c'est la règle de la chance, hein. Des fois c'est. Voilà. Ce soir-là, il avait une bière de trop, et j'aurais fait signer un contrat, il m'aurait signé, je pense. Je l'ai pas fait. Ah, bien fait. Alors, peut-être, Nicolas, tu vas nous parler du travail, de la relation entre l'auteur et l'illustrateur, ou d'ailleurs, concrètement, ma question serait est-ce que c'est plutôt avec l'auteur ou plutôt avec l'éditeur que tu es en relation, toi, et comment se passent ces échanges pour à la fois le cahier des charges, mais aussi la part de liberté qui t'est laissée, quoi. Comment ça se gère, ça? Oui, donc ça dépend. Quand c'est avec l'éditeur, c'est peut-être un peu plus. C'est souvent un peu plus cadré, je dirais. C'est un peu plus. Oui, c'est plus cadré. Quand c'est avec l'auteur, il y a déjà une relation un peu plus forcément plus personnelle avec le texte. L'auteur a des envies peut-être plus précises et il y a déjà un truc en tête qui lui tient à cœur. J'ai pu travailler par exemple pour les oubliés dont on parle. Là, j'ai travaillé directement avec l'auteur et depuis en gros le début de la création visuelle. Alors c'est peut-être un petit peu particulier parce que c'est un auteur qui est aussi illustrateur. Il a fait quelques illustrations pour son livre, donc il avait une certaine base, bien qu'on n'ait pas du tout le même style. Donc là j'ai pu me baser donc, sur ses
sur ses envies écrites et sur ses dessins aussi pour garder une cohérence, bien sûr, dans l'univers. Avec les éditeurs, oui, il y a généralement, on va plus parler en termes d'ambiance, de références, références cinématographiques, références d'autres illustrateurs ou d'autres jeux. Ça va plus être comment dire, une direction plus générale. Une direction plus générale et peut-être moins d'échanges personnels. Ouais, c'est un petit peu la question que je me posais. Il y a beaucoup d'itérations ou en général, oui, ça peut. 2-3 fois, c'est plié. Ça peut. Il peut y avoir beaucoup d'allers-retours. Ah oui, ça c'est pas mal, mais un petit peu plus grand. Oui, ça c'est bien, mais un petit peu plus sombre. Je me souviens de la production de notre affiche qui avait déjà nécessité. Oui, c'est assez bon exemple. Il y avait pas mal de personnages et tout. Donc, oui. Oui, ça peut être assez long. Mais c'est toujours intéressant. Justement, puisqu'on parlait des éditeurs et qu'on voyait Stéphane commencer à plisser les yeux en disant ça y est, on va dire du mal. Je suis tombé de manière complètement fortuite sur une longue tribune signée de Bruno Feduti, qui traitait de ses relations, semble-t-il, complexes avec les éditeurs autour de la question du développement, c'est-à-dire tout ce qui se passe entre le moment où on signe le contrat avec l'auteur et le moment où le produit est finalisé, et toutes les adaptations qui peuvent être demandées par les éditeurs. Et il semblait faire de ce moment-là un point vraiment, vraiment difficile, conflictuel et pénible. Alors je ne sais pas si ça tient à sa personnalité ou à un coup de malchance. J'ai ma petite idée, mais je ne le connais pas vraiment personnellement. Globalement, comment ça se passe, ce travail, quelle est la marge de manœuvre que va prendre l'éditeur sur le projet de l'auteur? Comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre? Alors, Bruno Feduti, c'est un peu un cas particulier, parce que là, on était dans le monde du jeu de rôle. Bruno Feduti fait pas de jeu de rôle. Moi, je l'ai eu en tant qu'auteur de jeu, mais sur du jeu de plateau. Donc le jeu de plateau, c'est encore complètement différent. Alors, quand on arrive, il y a des speed dating en jeu de plateau aussi, ça arrive. J'en ai fait quelques-uns. On arrive autour d'une table, il y a généralement un concept, il y a une idée. On peut être très très intéressé par la mécanique, comme on peut être très très intéressé par le concept, parce que c'est deux choses complètement différentes. Et donc quand on est avec Bruno, qui est quelqu'un de connu, qui a son caractère, qui a un peu son idée aussi, quand on discute avec lui, son jeu est bien. Sauf qu'à ce moment donné, il est bien pour lui, mais il n'est peut-être pas bien pour l'éditeur. Je l'ai eu à la tribune aussi. Il faut savoir qu'à un moment donné aussi, les auteurs, à part certains qui ont vraiment des idées de génie extraordinaires, qui se réveillent le matin, ils ont une super idée, ils s'inspirent de l'actualité du moment. Donc, quand on est au 10e jeu identique, même si c'est pour nous faire du tir, on a envie de lui dire change. Sur le jeu de rôle, c'est complètement différent. C'est un éditeur qui arrive, soit il tombe sur un auteur de jeu de rôle qui arrive avec un pavé dans la main, parce que autant un jeu de plateau, on peut arriver sur un carton de pizza avec 2 pions et tout, on s'amuse, on rigole, il y a des dés. Un jeu de rôle, c'est si on vient voir un éditeur pour faire un jeu de rôle, déjà on a derrière on a du matériel, quoi. C'est parce qu'on ne dit pas tiens, je t'ai fait un pitch sur une feuille blanche, quoi. Non, c'est pas possible. Donc l'approche n'est pas du tout la même. Mais juste 2 secondes, je vais rebondir un peu sur ce que disait Nicolas sur le travail avec l'éditeur. Moi, je suis nul en dessin. Je sais faire des bonhommes. Par contre, je donne souvent mon avis sur j'aime ou je n'aime pas. Il se trouve qu'on tu as dû travailler avec Antonio sur Midnight, Antonio Ménez. C'est quelqu'un qui est extraordinaire. C'est un illustrateur qu'on a recruté. Il a la chance d'être dans une grosse maison parce que c'est très rare d'avoir un illustrateur payé. Parce que généralement, c'est la tâche. On n'en vit pas forcément parce qu'il y a énormément d'illustrateurs. On doit avoir un catalogue de 4000 illustrateurs. Donc on ne choisit pas souvent. Alors, on ne choisit pas forcément l'illustrateur en fonction du tarif. Il faut se méfier. On
peut choisir l'illustrateur en fonction de son style, de sa patte, et ainsi de suite. Mais Antonio, sur Midnight, on avait une vision du jeu, parce qu'il y avait une version précédente qui avait déjà existé. Et donc, les demandes qui ont été faites, elles sont faites pour coller un peu au style et à l'ambiance. Et donc, s'il y a des demandes de modification, c'est parce que ça ne correspond pas. Si je prends Midnight, à un moment donné, je ne sais plus quelle page, on voit des familles de chiens. Au début, quand je suis arrivé dessus, alors que c'est des chiens qui viennent vous bouffer, qui viennent vous attaquer parce que vous êtes des elfes ou des nains, je dis, oh, j'ai envie de lui caresser le ventre. C'était donc pas du tout le bon truc. Donc là, on dit à Antonio, bah, tu recontactes l'illustrateur et tu modifies, quoi. Donc l'éditeur est peut-être plus strict, bien qu'on soit quelque part une sorte d'auteur, quoi. Pas plus. Alors, moi, si je peux rebondir sur le rôle de l'éditeur dans le milieu littéraire. Encore une fois, c'est le même nom, mais c'est 3 métiers différents. D'ailleurs, allez jamais dans un salon du livre en disant que vous êtes auto-édité. Vous allez vous faire dégommer, vous êtes auto-publié. Parce qu'un éditeur, c'est quelqu'un qui va prendre votre manuscrit, qui va le lire, et qui va intégralement vous faire refaire. Quasiment aucun auteur aujourd'hui, même les grands noms, ne publient tel quel leur manuscrit de la première version. C'est un mythe, ça n'existe pas. Même les gros vendeurs, c'est faux, même Stephen King. Donc le rôle d'un éditeur, c'est de te dire, mec, là, limite ce que tu as fait, t'as photocopié 24 fois tes fesses sur le machin, je peux pas le publier, c'est pas publiable, retravaille dessus. Et c'est un dialogue en fait qui s'installe entre l'éditeur et l'auteur pour arriver en fait au résultat final qui va être publié. C'est encore autre chose qu'un éditeur de jeux de rôle, c'est encore autre chose qu'un éditeur de jeux de société. C'est 3 métiers totalement différents, mais c'est 3 métiers qui ont le même nom. Donc c'est un faux ami en fait de parler de relation éditeur. Moi j'ai vu la relation éditeur en tant qu'auteur et en tant que directeur artistique, c'est pas du tout la même chose. Parce que moi j'ai été édité chez Inis Éditions, donc pour ceux qui connaissent, c'est l'éditeur qui est dérivé d'Animeland et de Kazé Animation. Donc les mecs qui ont fait venir le manga en France, c'est les fondateurs du magazine Animeland. C'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de l'édition littéraire, mais de plus en plus maintenant, mais qui viennent en fait de l'édition de magazine et qui viennent de l'édition de manga. Donc c'est très particulier comme truc. Et Cyril Lutardi, pour citer son nom, qui est donc voilà, toi, tu connais Cyril, qui est c'est un rôliste, c'est tout ce que tu veux, mais c'est une relation compliquée en fait, parce qu'il faut avoir à un moment gérer aussi un ego. Il parlait de Feduti, mais on peut parler de beaucoup d'autres. Hein. Il faut gérer des égos, il faut gérer le fait qu'on dise non mais ton manuscrit, il ne vaut rien en l'état. Il y a une idée, il y a peut-être des passages qui sont bien, mais il faut le retravailler. C'est compliqué en fait comme exercice, et travailler avec un éditeur c'est aussi compliqué, autant en tant qu'auteur qu'en tant que lorsque vous devez les contacter pour leur dire vous pouvez nous donner des sous s'il vous plaît pour monter mon festival et pour inviter des gens. C'est encore d'autres problématiques qui restent. Voilà hein. Je le sais parce qu'on en a parlé. Donc c'est encore autre chose. Ce métier d'édition, c'est vraiment, il y a plein de choses qui ont le même nom, mais qui recouvrent des réalités complètement différentes. Alors peut-être pour poursuivre justement sur le travail collaboratif pour cet ouvrage dont tu parlais, comment ça se passe de travailler dans un ouvrage commun, un ouvrage partagé avec plusieurs auteurs hein, autour d'une même thématique? Beaucoup sur Discord et beaucoup sur Zoom. Il faut savoir que donc le livre est sorti en octobre dernier, mais on a signé les contrats et on a commencé à travailler dessus en octobre 2020. Donc il y a des confinements qui sont passés par là, enfin, une crise de pénurie de papier, pénurie de carton. Hein, toi-même tu sais, le carton c'est pour l'industrie du livre. Ah ben voilà, l'industrie du livre c'est un peu le nerf de la guerre. Donc ce qui s'est passé, c'est que notre directeur d'ouvrage, que certains connaissent peut-être ici, parce que c'est Jérôme Bousco, Senpai, qui tenait le webzine Le Maraudeur pendant très longtemps, qui a bossé avec les 12 singes en tant que... qui m'a contacté un jour en me disant, ben voilà, je dirige un ouvrage sur Lovecraft, on a telle et telle thématique qui sont couvertes, j'ai envie que toi tu me parles de cette thématique-là. Moi j'ai un principe, quand on me
propose de me payer, je dis jamais non. Donc j'ai dit oui. J'avais jamais rien écrit de ma vie. Enfin, au dehors de textos, de courriers, machin. Et donc du coup, j'ai dit ok, pas de problème. Et s'en est suivi une première réunion où on s'est tous présentés les uns les autres. On était quand même une dizaine à travailler sur ce livre. Et on s'est un peu échangé des tips et des trucs. Tiens, toi tu fais le jeu vidéo, tu devrais parler de tel jeu. Toi tu fais des auteurs modernes, ça c'est bon. Tu devrais parler de tel auteur. Très bien. Il s'est passé 8 mois avant une deuxième vidéo. Où vous en êtes? J'ai pas commencé à écrire. La deadline c'est dans 3 semaines. Oups. Ça je parle pas pour moi, mais moi j'ai eu qu'une semaine de retard. Ça c'est aussi un truc. L'éditeur doit composer avec les deadlines et les rendus en retard, parce que c'est même limite un running gag. C'est un des 6 plus 4 de semaines de retard sur un rendu manuscrit. Tu confirmes? Voilà. Et puis après, c'est un serveur Discord où on expose son plan, ses idées, et où le directeur d'ouvrage, s'il fait correctement son travail, réagit, donne des pistes, dit ça fonctionne pas, c'est une fausse bonne idée. Voilà. Et ça s'est passé comme ça, et puis après, c'est un peu la solitude de l'écrivain de fond. On parle le bouquin qui s'appelle La solitude du coureur de fond. Mais on est seul face à son écran, et puis on doit abattre un certain nombre de caractères, parce qu'on a une place limitée. Et on abat son nombre de caractères, et puis personne ne vous recontacte avant de vous dire au fait, t'as 2 jours pour me faire ces corrections-là. Pourquoi? Dans 2 jours, ça part à l'imprimerie. Mais bon, je suis pas le plus à plaindre dans l'histoire, mais oui, c'est un exercice particulier, l'écriture chorale. Et je n'ai pas rencontré la moitié des gens avec qui j'ai travaillé, je ne les connaissais pas, certains je ne leur ai même pas adressé la parole. Alors que d'autres sont des amis. Alors, est-ce que dans cet ouvrage-là, il y avait une codépendance des articles entre eux, ou est-ce que c'était juste une thématique commune, un projet commun, mais sans que les articles ne pèsent les uns sur les autres? Alors, moi je peux parler que pour ma partie, puisque j'imagine bien que jeux de société, jeux de rôle, machin, tout ça, ça a dû discuter. Moi j'ai été en contact avec les autres auteurs, donc Alex Nikolavitch et Christophe Thiel, qui sont aussi Christophe Thiel qui a écrit le guide Lovecraft chez ActuSF, et Alex Nikolavitch qui est traducteur, qui est aussi écrivain. Notamment c'est lui qui a traduit, alors pour ceux qui regardent The Boys, c'est le traducteur de The Boys, le comics, qui est aussi écrivain. Donc nous on travaillait sur l'héritage littéraire de Lovecraft et sur les antécédents littéraires de Lovecraft, c'est-à-dire ceux qui ont écrit avant, ceux dont il s'est inspiré, ceux qui ont écrit après. Donc oui, forcément, pour éviter de se cannibaliser de la place qui était vraiment la denrée précieuse, parce que c'est vraiment au caractère près, et quand je dis caractère, un espace, ça compte, il faut le savoir. Quand vous écrivez, vous ne comptez pas ni en mots ni en pages, vous comptez en caractères. Un espace, un apostrophe, ça compte. Et c'est l'enfer. C'est l'enfer quand vous vous rendez compte que vous avez 120 caractères de trop. Qu'est-ce que je fais? Je fais des fautes d'orthographe, histoire de voir si ça passe. Mais, ou je réduis les espaces? Ouais, peut-être. Non, c'est pas. Donc tout ça pour dire que moi j'étais en contact avec une partie des auteurs, mais histoire de rebaliser et d'être sûr sur les dates. Puisque, est-ce que les contemporains, ça compte comment? Ceux que Lovecraft a influencés, ça compte comme son héritage? Comme les gens qui l'ont précédé? Comment ça compte? Comment on fait? Mais ça a été une heure de réunion. Pas plus. Je voudrais poser maintenant quelques questions à Marion. Il fallait bien que ça revienne. Je voulais savoir, parmi les différents supports sur lesquels tu as travaillé, quel est celui avec lequel tu es le plus à l'aise et pourquoi? En fait, c'est des exercices différents. Il n'y a pas de je suis plus à l'aise ou quoi, mais j'avoue que le fait d'avoir été publié dans un magazine, je trouvais ça cool de ramener ma maman le magazine pour dire regarde, c'est mon nom, maman. Ça me faisait plaisir d'écrire dans le magazine, ouais. Et puis après, il y a toujours un exercice d'écriture derrière de toute manière, parce que comme
comme tu sais, je fais beaucoup de recherches, donc faut préparer ça en amont. Après, c'est vrai que ça va plus vite juste d'écrire pour un magazine, parce qu'il n'y a pas le montage, il n'y a pas toute la gestion du son, il n'y a pas... Donc voilà, mais après, j'ai des plaisirs différents sur les deux, en fait. Et en fonction, alors je pensais à des vidéos, je pensais même aussi à ton blog sur lequel tu... Oula, mais j'étais jeune, hein. Ah bah oui, t'étais jeune, mais il est encore visible. Ouais, mais plein de pubs de... Ouais, oui. En fonction des supports et des sujets que tu as traités, est-ce que tu as le sentiment que tu adaptais ton contenu à un public visé, ou est-ce qu'au contraire tu faisais le contenu qui t'intéressait en te disant voilà, je toucherai le public qui correspond à mon article? Au début, j'ai fait ce que j'avais envie de voir en fait dans les médias rôlistes entre guillemets, avec transmettre en fait ma passion et montrer à quel point le média du jeu de rôle est riche en le nourrissant de tout ce qui était historique, sociologique, psychologique et tout ça. Et comment dire, il y a des gens qui m'ont fait des retours très positifs, très construits, notamment des éditeurs, des game designers et des journalistes aussi. C'est comme ça que j'ai été recrutée pour le Geek Mag, c'est sur mes vidéos. Et en fait, le public vient à moi parce qu'il sait qu'il va trouver certaines choses dedans, quoi. Donc, ce qui va me permettre plus tard de... Enfin, c'est comme ça aussi que du coup, on m'a proposé de passer sur Rollis TV à la rentrée pour rejoindre l'équipe parce que Mathieu Tortuyot, qui m'inspire beaucoup dans mon approche du support, il m'a un petit peu... pas biberonné, mais il m'a un peu encouragé, quoi. Du coup, j'ai un peu pris certaines manières, quoi. Ouais, t'as pris la confiance. Ouais, il m'a donné la confiance. C'est son côté coach. Et une autre question qui n'a pas grand-chose à voir, tu enseignes en lycée professionnel et tu utilises le jeu de rôle comme outil pédagogique. Pour toi, de quelle manière le jeu de rôle complète la palette éducative? Le jeu, de manière générale, surtout sur un public qui est un petit peu difficile et qui n'a pas forcément envie de rester le cul sur une chaise à écouter un prof parler pendant 1 heure, c'est toujours intéressant. J'ai eu l'occasion donc de rendre plus vivant et plus dans l'empathie certaines situations, comme des petits jeux de rôle que j'ai créés pour simuler un passage de frontière entre des migrants et des contrôles douaniers. J'ai eu aussi l'occasion de créer un petit jeu de rôle aussi avec mes élèves qui avaient très envie de faire un jeu horrifique. C'était très intéressant parce que ça permettait d'aborder l'écriture autrement. C'est un super inducteur d'écriture. En fait, le jeu de rôle, ça pose un cadre, surtout pour des élèves handicapés qui se sentent du coup... qui ont moins peur d'écrire, qui ont moins peur de se lâcher parce qu'il y a un contexte un petit peu léger du jeu et ça permet vachement qu'ils se libèrent en fait. Et c'est super. Et du coup, à quoi ça ressemblerait un manuel scolaire qui intégrerait le jeu de rôle ou qui s'approcherait des logiques de construction des ouvrages de jeu de rôle? Un manuel scolaire? Ouais. Déjà, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose avec lequel il faut travailler les manuels scolaires parce que faut virer ça. Certes, il y a des documents intéressants dedans et tout, mais en fait, faut sortir des livres justement, je pense. Faut en produire avec les gamins, c'est intéressant, mais leur donner un manuel, il n'y a rien de plus chiant, je pense. Et le jeu de rôle, c'est pas chiant, faut pas faire ça. Et pourtant, on a quand même vaguement tendance à utiliser des manuels. Ouais, c'est vrai, mais c'est plus c'est pas le même public, parce qu'encore une fois, moi, jamais de la vie, des gamins en lycée pro iraient lire un manuel de 300 pages. Hein. J'ai jamais lu ça. Enfin, déjà, c'est bien si j'arrive à leur faire lire un petit roman de 100 pages. Faut voir aussi, faut être réaliste dans ce qu'on veut produire avec eux aussi. Je voudrais maintenant passer, on commence à s'approcher de la fin de l'exercice. J'ai encore quelques petits sujets qui fâchent que je voudrais aborder avec vous. Et on pourrait peut-être commencer par Nicolas avec un sujet festif.
C'est la place qu'occupe aujourd'hui, que va occuper demain dans l'écosystème l'intelligence artificielle, ou plutôt les agents de production graphique ou textuelle, qui remettent en cause les fondamentaux du métier. Ça me vole du travail déjà, ça y est. Ouais, très clairement. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que le milieu va s'adapter à ça? Alors, c'est difficile de dire comment le milieu va s'adapter, parce que c'est difficile de dire ce que sera capable de faire l'intelligence artificielle dans quelques mois. Ça avance très très vite. Ça, je crois, Midjourney par exemple, je crois que ça a 1 an d'existence à peu près. Et ça évolue quasiment chaque jour. Donc c'est très difficile de s'imaginer ce qu'on pourra faire avec l'IA dans quelques mois. J'ai un exemple concret. Là, je travaille avec un éditeur qui est à Caussade, qui fait du jeu de plateau. Et il avait je crois que c'était 70 illustrations à faire, mais c'était quelque chose qui n'était pas très spécifique, c'est-à-dire qu'il voulait un archétype de personnage pour chaque illustration, sans demande très particulière. Pas d'attente particulière sur l'équipement, la pose, les décors, etc. Il a fait appel à l'intelligence artificielle pour ça. Ça lui a pris 2 ou 3 jours pour faire ses 70 illustrations et les 30 € de forfait de Midjourney mensuel. Donc effectivement, on peut pas lutter pour ce genre de choses. Quand il n'y a pas d'attente très précise, il est difficile d'avoir il n'y a pas ce côté aller-retour. Je voudrais modifier très légèrement ça sur ce personnage. Je voudrais qu'il soit un peu plus comme ça, qu'il ressemble un peu plus à tel personnage. Ça, c'est pas possible. Par contre, on arrive à faire des choses très très belles avec l'IA. Enfin, l'IA peut faire des choses très très jolies. Du moment qu'il n'y a pas trop de doigts, ça va. Non, ça va mieux les doigts. Oui, ça va mieux les doigts maintenant. Mais par contre, on peut lui demander de travailler dans le style de tel artiste. Ça va quand même assez loin. Donc, sans d'ailleurs que l'artiste en question, dont les œuvres ont été allègrement pillées, ne bénéficie absolument de droits d'auteur. Alors, il y a des artistes assez connus qui envisagent on ne va pas dire les noms, parce que, voilà, mais qui envisagent de travailler carrément avec ça et de gagner du temps, donc en donnant à manger à l'IA les illustrations passées. Et en disant, voilà, je veux faire un truc, je veux faire une nouvelle illustration dans mon style, et ensuite, éventuellement, la corriger un petit peu, mais ça peut permettre de gagner énormément de temps. Actuellement, c'est une question qui suscite des débats. Alors, il y a le livre de poche, l'éditeur Le Livre de Poche, qui a choisi de retirer une version d'un ouvrage dont la couverture avait été faite. C'est ça. De Rick Larsen. Voilà, La Fabrique des lendemains, et qui avait été illustrée par Midjourney pour ressortir une nouvelle édition avec une illustration faite par un artiste et en affirmant bannir tout aussi moche. Voilà. Bannir les illustrations faites par intelligence artificielle. Et dans le même temps, dans la même fenêtre de temps, on a Le Voyage à Ravine, qui est une bande dessinée intégralement réalisée sur Midjourney. Là, par contre, il n'y avait plus de métier, c'est auto-publié par quelqu'un qui se revendique comme l'auteur, mais qui a fait faire 100% du travail par l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on se situe, par exemple, en tant qu'éditeur? Est-ce qu'il y a un choix à faire de ligne éditoriale, ou est-ce qu'on va faire privé? Est-ce qu'on va plutôt mettre l'accent sur la partie économique? Comment est-ce qu'on se positionne? Non. Alors, je parle pour moi, je parle pas pour les autres. Nous, c'est IA banni. Parce qu'on a Antonio, il est chez nous, c'est le premier quand on va faire des demandes, nous, on a un système on a une base de données qui nous permet de contacter des illustrateurs et on leur demande des illustrations. Et puis c'est un échange, et on signe un contrat à la fin. Et donc lui se spécialise dans la recherche des défauts générés par les IA au niveau des illustrations, parce que on a envie de travailler avec des vrais illustrateurs. Donc c'est un nouveau métier. Voilà, il arrête de dessiner, mais il cherche les erreurs. Dans mon activité, il y a aussi la localisation, on en a parlé tout à l'heure. On nous a approché pour DeepL, qui est dans sa version pro et une machine de guerre. Sauf que je discute
Une IA, elle travaille en fonction de ce qu'on lui a donné et de la requête qui est faite. C'est-à-dire que même dans des articles, les gens qui travaillent avec nous, on a fait des tests, je sais que c'est une IA parce que c'est toujours cadencé de la même manière. En illustration, je suis beaucoup moins doué, donc je ne sais pas, mais il y a une volonté, je pense au niveau des éditeurs, on a même des plateformes de mise à disposition des PDF, on va dire, pour ne pas les nommer, qui nous demandent de signer des chartes avec interdiction dans nos ouvrages d'avoir des illustrations générées par les IA. Pour le moment, on y arrive. Après, comment ça va se passer après? Voilà. Mais la volonté, c'est pas dire. Nous, encore une fois, c'est une histoire de financement. Je peux entendre que certaines personnes, je l'entends, je ne dis pas que j'accepte, mais c'est comme ça. Certains auteurs vont peut-être faire écrire une partie de leur texte pour les mécaniques de jeu aussi. C'est très facile. Une fois qu'on a bien paramétré le truc, on crée une mécanique de jeu. On fait le texte, on fait l'univers, parce qu'on se base sur tout ce qui est disponible partout sur Internet, et on fait les illustrations. Donc à la fin, on peut se retrouver avec du jeu de rôle très rapidement, entièrement généré par IA. Il faut le savoir. Mais est-ce que du coup, le fait de choisir de bannir publiquement le recours à l'intelligence artificielle, que ce soit pour les illustrations ou pour les textes, est-ce que ça ne devient pas, somme toute, une sorte de marqueur culturel entre des maisons établies qui souhaitent justement privilégier de la vraie création et celles qui ont peut-être soit moins les moyens, soit qui ont fait un choix commercial différent et qui ne vont pas s'embarrasser de ce type de scrupules ou ce type de principe? C'est une question, je pense que c'est une question de taille de société. C'est-à-dire que chez nous, on a des gens qui sont payés pour penser éthique. Donc on utilise des encres propres, on essaye de privilégier, enfin, c'est pas on essaye de privilégier, on fait des enquêtes sur nos imprimeurs, parce qu'on utilise du papier FSC, et ainsi de suite. Et donc, c'est dans une certaine logique aussi de se dire, après c'est de la bien-pensance, c'est de se dire, on est propre, on peut se regarder le matin quand on se lève dans la glace, mais pour le moment, ça résiste. Est-ce que ça va résister tout le temps? Parce qu'il y a malgré tout encore aussi, des fois, une recherche de rentabilité. C'est une adaptation. Après, moi, j'ai envie de travailler avec de l'humain, mais je suis incapable actuellement de dire je travaillerai toujours avec de l'humain parce que je ne le sais pas. Je ne le sais pas. C'est un souhait, c'est un vœu. Pour rebondir sur ce que tu as dit à propos des entreprises, on a déjà passé un cap puisque Disney, c'est déjà en ligne. Si vous regardez la dernière série Marvel mise en ligne sur Disney+, le générique est intégralement fait par IA. Et on peut pas. Secret Invasion. Ouais, Secret Invasion, ouais, effectivement. Le générique. Pas tenté avec l'accent. Effectivement, le générique est full intégré. Et pourtant, Disney, Marvel, c'est pas des pauvres. Enfin, ils n'ont pas besoin d'un financement participatif. C'est un choix artistique. Oui, mais c'est un choix artistique de piller. Parce qu'en fait, moi, mon problème au-delà du choix artistique, c'est qu'en fait, sur quoi se base l'IA pour créer ces projets, c'est qu'ils pillent les œuvres des autres. Et les autres, ils ne sont pas volontaires. Ils ne sont pas dédommagés. Tu allais dire... Je crois qu'aux États-Unis, oui, il y a eu une décision qui a été prise qui vise à bannir les créations générées par IA des droits d'auteur. Donc un personnage généré par IA. La loi est passée. Donc il est possible que ça vienne aussi chez nous. Mais au-delà du fait qu'on ne puisse pas toucher les droits d'auteur effectivement sur un truc généré en IA, il y a aussi le fait que l'IA, pour apprendre, elle pille tout ce qui est dispo sur Internet. DALL-E, un des grands générateurs d'images, ils ont un partenariat avec, alors c'est quoi le site? C'est pas ArtStation, c'est DeviantArt. C'est-à-dire que vous publiez sur DeviantArt, que vous le voulez ou non, votre œuvre elle est pillée par une intelligence artificielle. Est-ce que c'est un choix artistique de piller? Oui, probablement, mais c'est aussi un choix moral. Est-ce que je suis pour? Non. Pour revenir sur le cas de Rick Larsen et de La Fabrique des lendemains, pour connaître Pascal Godbillon, qui est l'éditeur de chez J'ai lu, et du livre de poche, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant parce que le livre de poche ne peut pas superviser l'intégralité de... Voilà.
Il s'occupe de Noël et de livres de poche. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir en disant elle te paraît normale cette image? Non. On a payé quelqu'un pour ça? Oui. Ah merde. Voilà, c'est-à-dire que lui, on lui a fait à l'envers. Concrètement, est-ce que c'est un choix artistique de le faire à l'envers? Je suis pas sûr. Une fois de plus, on est plutôt sur le choix moral. Tout le tremblement qu'il y a eu autour du truc. Bon, pour se retrouver avec une illustration qui est tout aussi moche, ça faut dire quelque chose. Par contre, il faut lire La Fabrique des lendemains. Probablement un des meilleurs bouquins de science-fiction que j'ai lu ces 10 dernières années. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Si quelqu'un veut rebondir là-dessus. Non. Récemment, alors c'est sans être une question pour clôturer ces échanges, mais récemment, Mads Mikkelsen a fait des déclarations dans la presse qui rejoignaient une autre tribune publiée par les coprésidents de la Société des réalisateurs français autour de la liberté de création et la nécessité de résister aux pressions sociétales qui contribueraient à normaliser toute la production culturelle. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le milieu du jeu de rôle, on ressent la nécessité d'inscrire les produits, soit dans des thématiques, soit dans une manière d'écrire qui soit dictée plus par des tendances ou une actualité sociétale que par que par juste un projet artistique? Et comment est-ce que justement on arrive à gérer cet équilibre entre ce qu'on peut ou on ne peut pas publier et ce que les auteurs ont envie de proposer? Une question peut-être plutôt pour... on peut commencer par Stéphane, mais c'est une question qui peut intéresser tout le monde. Alors, je suis bipolaire. Je suis éditeur et joueur. Je suis joueur, donc j'ai tendance à vouloir aborder toutes les thématiques. Je suis éditeur, il y a un aspect financier derrière. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On ne peut pas se permettre de faire que des jeux qui vont toucher 250 personnes. Donc à un moment donné, on va essayer de faire quelque chose qui est un peu plus mainstream, qui va attirer un peu plus de monde. Star Wars, c'est chez nous. Voilà. Seigneur des Anneaux, et ainsi de suite. On a des licences comme ça qui traînent un peu. Mais en interne, quand je parlais d'éthique tout à l'heure, on a aussi chez nous ce qu'on appelle des gens qui sont là pour contrôler ce qu'on écrit. C'est-à-dire que sur un des ouvrages qu'on a fait dernièrement, qui est une création interne, on s'est retrouvé avec plus de sensitivité lecteur que de relecteur. Parce que notre marché principal, il faut être honnête, c'est le marché anglo-saxon, parce qu'ils sont par leur quantité quoi. Et donc, on avait un problème sur Arakian ou le kamikaze. Parce que c'est des gens qui ont des fois qui n'ont pas de culture, donc ils ne savent pas que le kamikaze c'est avant d'être un terme complètement inventé. Et le harakiri, pour eux, c'était. Alors, je ne vais pas me faire des amis chez eux. Pour eux, c'était une incitation au suicide. Bon, il se trouve que quand on connaît un petit peu l'histoire, c'est pas tout à fait ça. Enfin, certes, il y a la mort à la fin, mais c'est pas dans la même logique. Donc, on est partagé entre vouloir faire quelque chose qui sort des sentiers battus. Et puis, à un moment donné, on est très très vite rappelé par la réalité économique du truc. Là où je trouve que c'est bien, c'est quand on est éditeur, on va dire, parce que là, on n'a pas le terme exact. Quand on fait de l'autopublication, c'est que on a une idée, et on n'en démord pas, c'est très bien, on va jusqu'au bout du truc, quoi. Mais quand on est dans une grosse société, c'est un peu plus compliqué. On essaye. Mais on peut se faire rattraper par la patrouille très très vite. Donc je pense qu'il faut conserver cette liberté, aller toucher tous les spectres. Le problème, c'est qu'au niveau sociétal de nos jours, si on va un peu trop à droite, un peu trop à gauche, je ne parle pas de politique, hein, je parle juste de certaines thématiques, il y a des levées de boucliers parce qu'il n'y a plus de respect. C'est j'ai raison, t'as tort. De toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, et c'était peut-être pas le cas quand on a commencé, parce qu'il y avait des thématiques qui étaient quand même
même moi, avec l'âge, j'ai tendance à m'assagir un petit peu. Et je le regrette. J'aimerais bien qu'on soit un peu plus impertinent. Et puis, alors, ça c'est ce que je dis souvent quand je suis interrogé. Dans jeu de rôle, il y a le mot jeu. C'est pas la réalité de tous les jours, quoi. Quentin, il joue pas tous les jours à Barbare. Quoique. Donc, ça fait 25 ans qu'on n'a pas joué ensemble. Mais c'était déjà le cas il y a 25 ans. Il n'a absolument pas changé. C'est lamentable. Je vais reprendre justement. Effectivement, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. Parce que cobaye, si je voulais faire de l'argent, j'aurais pas fait cobaye. Clairement, simplement. C'est un truc que j'ai fait avant tout pour moi. Si vous y jouez, je suis super content. Mais je sais très bien qu'il répond pas à plein de choses. J'ai vécu des choses que je ne donnerai personne ou quoi que ce soit. Pendant les financements participatifs, recevoir des messages privés m'insultant parce que j'utilisais tout à l'heure le terme de cyberpunk et que je ne répondais pas à tous les critères du cyberpunk. Et je me suis fait insulter et ma maman aussi. Et je ne déconne pas. Elle écrivait quoi sur cyberpunk comme ça? Je disais que c'était une réalité parallèle à la nôtre, avec une pointe de cyberpunk. À un moment, est-ce que j'ai insulté le courant? Oui. D'accord. Je pourrais faire attention. Donc, Parce que le cyberpunk, c'est ma maman, tu la respectes. mais effectivement, il y a des choses. Internet est une merveille et aussi le pire endroit pour partager quelque chose. Parce que derrière l'anonymat, je peux insulter ta maman, je ne la verrai jamais. Et il y a une déshumanisation. Donc, soit vous êtes prêt à vous prendre cette vague dans quoi que vous dites, mais sur des termes extrêmement précis, soit on fait du lycée. Et effectivement, ça plaît à la majorité. Et effectivement, la levée de bouclier, elle n'est pas là. Parce que la majorité, oui, encore. On va faire des caricatures. Parce que c'est rien qu'en utilisant le mot cyberpunk, tu te fais insulter. Oui, c'est déjà pas. Alors c'est pas hyper transgressif. C'est l'exemple le plus marquant que j'ai vécu. C'est comme ça. Et après, je ne parlais pas d'attaque plus publique sur le financement participatif pour essayer de le faire échouer. Parce qu'il y a eu des choses aussi comme ça. Donc, parce que le financement participatif apparaît 2 jours après le sien. Voilà, je ne sais même pas en perso. Mais ça dépend d'une volonté personnelle. Si tu veux faire quelque chose qui plaît à tout le monde ou pas, moi je voulais proposer un univers qui est le mien. Qui était le nôtre avec tout le monde. Voilà, une vision et oui, on savait qu'on n'allait pas se faire que des amis. Il faut être prêt à ça, c'est tout. Moi, je veux bien, s'il te plaît. Pardon. Moi, je rejoins pas tout à fait Stéphane quand il dit oui, dans le mot jeu de rôle, il y a jeu. Certes, le jeu, ça a vocation à divertir, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un écrin tout aussi politique et sociétal que d'autres supports. Ce matin, je lisais un livre qui s'appelle Les lunettes sur le bout du nez, les objets au Moyen-Âge. Et ça parlait notamment de comment les cartes retranscrivaient en fait la hiérarchie sociale au Moyen-Âge, ou encore pareil avec les échecs. Donc en fait, il faut pas non plus... ou alors pendant la Première Guerre mondiale aussi, on avait beaucoup de jeux qui simulaient en fait la haine envers les Allemands qui a attisé tout ça, quoi, en fait. Faut jamais considérer le jeu juste comme un jeu parce que c'est bien plus que ça. Maintenant, dans les années 80, on abordait certaines choses qui ne passent pas aujourd'hui, et c'est normal parce qu'on évolue, heureusement, il y a des avancées sociales. Maintenant, je veux dire que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne au final, parce qu'il faut avoir une identité marquée, mais il faut le faire avec pertinence. Bien sûr, on peut aborder des choses trash si c'est dans le contrat du jeu d'être trash, comme on peut regarder un film d'horreur volontairement très gore avec des scènes marquantes, ou il faut voir ce que le jeu propose et qu'il soit cohérent avec lui-même. Mais il ne faut pas que ce soit gratuit ou qu'il y ait de la pertinence en fait. Il faut être conscient de son support. Est-ce que concrètement, le fait d'être pertinent, ça va suffire à permettre à un produit de vivre sa vie pour un public ciblé, ou est-ce que est-ce que la pertinence c'est vraiment un bouclier contre les réactions? Non, parce que les gens sont cons. Mais
À la limite, peut-être qu'on s'arrête là. Parce qu'on a tout dit. Voilà, donc on est parti de la création d'objets culturels pour arriver à la conclusion suivante. Les gens sont cons et finalement, je pense que je suis pas sûr qu'il faille continuer après ça. Je pense que vraiment, c'est le moment idéal pour terminer cette séquence et peut-être vous céder à vous la parole et vous inviter à partager avec nos créateurs ici présents les questions qui n'auraient pas été abordées au cours de cette table ronde. Ils sont tout à vous pendant quelques minutes, le temps qu'on vérifie où en est la cuisson de la viande. Soyez pas timide. Donc moi, je vais avoir une petite question. Justement, on parlait de mid-journée, des IA. Et le côté, l'édition, se présenter à l'éditeur, qu'est-ce qu'il faut présenter un jeu à l'éditeur. Ça peut être le bon moyen pour un jeune auteur de présenter un objet un peu plus visuellement appelant et un peu plus qui attirerait un peu plus le regard pour aider à apparaître un peu, à se faire voir. Oui. La réponse est simple. Non, ouais. Moi, je suis souvent attiré par l'aspect esthétique de la chose. Donc, à partir du moment où on présente un jeu où l'écran est joli, déjà, ça marque des points. C'est pas pour. Si après c'est pas bon, c'est pas bon. Mais oui, l'utiliser, mais le risque, c'est que. Alors, vous allez voir, vous avez fait votre jeu de rôle avec des images générées par IA. Premier éditeur, non. Deuxième éditeur, non. Troisième éditeur, non. Quatrième éditeur, non. Cinquième éditeur, non. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce moment-là de vouloir faire de l'auto-publication? Donc, oui, présenter un éditeur avec le risque qu'il y a derrière. C'est. Oui. Oui, après, je pense qu'effectivement, à partir du moment où on est refusé par 5 éditeurs, même si on fait des images de Midjourney pour vendre 10 éditions, auto-éditions, ça ne changera pas grand-chose au salaire des illustrateurs, surtout sur les gros projets. Ça pose un problème pour moi, les projets, les illustrateurs peuvent espérer toucher un peu d'argent. Par rapport à l'IA, moi je suis un peu là, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup l'IA dans mon secteur. Et je voulais juste avoir votre avis sur le fait que moi, par exemple, je me suis rendu compte très vite que l'IA, malgré toutes les capacités que ça a, quand c'est pas entre les mains, je pense, d'une personne qui sait ce qu'elle fait, ça donne pas grand-chose. Donc est-ce que, malgré tous les défauts qui, pour le coup, je trouve très pertinents de ce que vous avez dit, notamment de la qualité éthique, qui est un peu monstrueux, est-ce que ça ne peut pas être, d'un autre côté, une aide extrêmement précieuse pour les artistes, notamment, pour gagner du temps, de l'efficacité? Est-ce que c'est quoi votre position là-dessus? Et est-ce que vous pourriez, au-delà de l'aspect éthique, envisager justement quand même d'utiliser à plus ou moins grande échelle et en termes de plus ou moins grande proportion? Voilà. Merci. C'est possible, oui. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a certains illustrateurs. Alors, moi, pour l'instant, non. Mais je m'interdis pas. Ça, c'est pas quelque chose qui me plaît a priori, mais je me dis si le marché évolue comme ça et que tout le monde s'y met, peut-être falloir s'y mettre. Mais il y a des illustrateurs connus, très talentueux, qui l'envisagent clairement, pour gagner du temps, pour accélérer le processus. Il y a même qui en ont fait un NFT. Oui. Alors, je suis toujours très nuancé, hein, c'est-à-dire que quand je dis quelque chose, il y a toujours quelque chose derrière. Là, on parle de l'IA pour générer des images en direct. Si on revient à quelques années en arrière, alors, je vais le tutoyer. Tu travailles en classique ou en palette graphique? Rien que ça, c'est un détail qui peut vous paraître très subtil, mais
fait un dessin, il nous l'envoie, on lui dit c'est pas bon. Quand on a des illustrateurs qui travaillent sur une palette graphique, hein, donc ordinateur, est-ce qu'on n'est pas déjà à mi-chemin de l'IA? Parce que je lui dis, c'est l'épée elle est trop haute. Hop là. Ton bras il n'est pas assez en avant. Enfin, c'est. Comme je dis, actuellement, ma position c'est non et non. Est-ce que dans 5 ans je vous tiens le même discours si on est là? Je sais pas. Je sais pas. Réellement. Moi, je voulais sortir du sujet de l'IA. Merci. Yes. Pour dire les choses beaucoup plus terre à terre, je voulais vous demander à chacun d'entre vous quel était votre univers de prédilection. Je me suis un peu renseigné sur les guest stars qui sont présentés ce soir, mais voilà, je voulais savoir est-ce que vous êtes plus classique, Medfan, est-ce que c'est plus de l'horreur, la science-fiction, je pense la question. Je suis pas un hater aussi, pas de soucis. La maman fera rien. Ah bah tu vas rire, parce que c'est pas du tout la SF. C'est le Medfan à la base. J'ai commencé sur le Medfan, j'ai plein de souvenirs dans le Medfan, c'est le Medfan à la base. Et pourtant j'ai écrit la SF. Et même pareil, pour être très original, c'est un peu le truc que je préfère. J'ai découvert, j'ai fait un petit peu de cyberpunk il n'y a pas très longtemps, et ça m'a beaucoup plu à faire. Ouais, je trouvais ça très chouette. Mais ouais, c'est plus le Medfan. Moi j'adore tout ce qui est horrifique, post-apo, sanglant, la mort. T'es sûr? Alors, moi j'ai un parcours un peu particulier parce que à la base je suis fan de Star Trek. C'est moi en France le fan de Star Trek. J'étais fan de Star Trek et de SF et je me suis retrouvé à devoir diriger un salon du livre médiéval fantastique. Donc j'ai dû rattraper toute ma culture médiévale fantastique ces 3 dernières années. Maintenant j'aime bien le médiéval fantastique, mais de base je suis plus ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle en japonais l'isekai ou enfin, je lis pas de manga, j'y connais que dalle en manga, mais les histoires de monde secondaire et d'urban fantasy c'est plus mon truc. J'ai pas de préférence. Alors, ça paraît bizarre. Comme je disais, je suis contrasté, nuancé tout le temps. Ça va dépendre de la table. Ça va vraiment dépendre de la table. Alors, tant qu'à faire que la maîtresse ou le maître de jeu soit bien, c'est important. Mais les autres protagonistes autour de la table sont super importants pour moi. Je peux m'éclater aussi bien sur de la longue durée, sur du one-shot, sur du SF, sur du médiéval fantastique. Je crois que j'ai joué à tout. Des films, ouais, mais c'est un peu particulier. Je joue à la même campagne de Nephilim depuis. On approche les 30 ans. Ah bah non, ça on approche pas, on y est. Mais je joue aussi à Rêve de Dragon depuis la même époque. J'ai joué à Vampire à peu près à la même époque. Je joue à Donjons et Dragons depuis 80 ans. J'étais pas né. J'ai fait du cyberpunk, vous étiez pas né, je sais. Non, j'étais né. J'ai pas de. Alors, il y a un jeu que j'aime pas. Je peux le dire. Je vais me faire jeter des pierres. J'aime pas Shadowrun. Il y a une grosse discussion sur ça, mais c'est parce que quand Shadowrun est arrivé, j'avais déjà testé Cyberpunk, voilà, et j'avais déjà testé Donjons et Dragons, et j'avais testé d'autres choses, les Princes d'Ambre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, quand Shadowrun est arrivé, lui là, il faisait partie des premiers à la fac. Tu joues avec les autres, non, toi? Oui. Ouais. On se moquait d'eux. Parce que. Mais je peux comprendre, c'est à un moment donné, le jeu arrive, et c'est une possibilité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Est-ce qu'on doit tout avoir ou pas tout avoir? Shadowrun. Alors, je critique sans connaître. Je n'ai jamais joué à Shadowrun. Bon, on a joué, après on a été désintoxiqués, et maintenant ça va mieux. On est repentant. Je ne tremble plus. Merci beaucoup.
Allez, encore une ou deux questions, et après, je pense qu'il faudra peut-être qu'on enchaîne. Ça va être plus pour Stéphane. Simon disait tout à l'heure qu'au niveau de l'édition du livre, vous savez qu'il y a une deadline. Comment vous, dans l'édition de jeux de rôle, vous gérez, il y a des périodes de creux, il y a des moments où on va faire un chapitre plus loin dans le livre, et pas... Comment vous le gérez? Est-ce que vous avez des deadlines aussi? Est-ce que vous êtes là pour mettre des coups de pied au cul à l'auteur, pour le dire Alors, moi, je travaille vraiment dans une zone de confort absolu. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des illustrateurs, j'ai un responsable, il gère les illustrateurs. J'ai une personne qui dit hey, j'ai un pitch. Voilà, il arrive, il fait j'ai un pitch, il est payé pour ça. Et après, j'ai dans le studio, on a plusieurs personnes qui sont en charge de gérer les auteurs. Donc, c'est eux qui fouettent. C'est eux qui fouettent. Et on essaye de s'améliorer nous dans nos process parce que tout évolue très vite. Le papier nous a fait énormément mal. L'impression en Chine, on ne voulait plus parce qu'on voulait se rapprocher, enfin, pour tout un tas de raisons. Et c'est vrai que je les laisse libres. À un moment donné, on a des deadlines qui sont... Alors, sur un jeu de rôle, c'est pareil. Pour quelque chose qui va sortir peut-être en 2025, on est déjà en train de travailler dessus. Mais il y a des fois, on a des commandes, parce que ça nous arrive, où on nous dit au mois de septembre, bonjour, on voudrait qu'un livre de 400 pages soit sur les étals en janvier. Ah oui, véridique. C'est compliqué. Alors là, oui, là, j'enfile ma tenue et je fouette. Je me déplace, je vais à droite et à gauche, mais on a des deadlines, on essaye de se les fixer, on se donne beaucoup de marge, parce qu'il y a de l'humain derrière. Si avec des IA, ce serait beaucoup plus rapide, il faudrait bien se coder. Mais il y a de l'humain, un auteur peut être malade, il peut avoir la page blanche. Nous, on écrit beaucoup d'ouvrages avec donc, un directeur de publication, pas vraiment, mais d'écriture, et là, 4 ou 5 auteurs. Après, il est obligé de faire en sorte de synthétiser tout ça parce qu'on a une grande ligne directrice. Après, ça passe chez les illustrateurs une fois qu'on a le texte, parce qu'il faut que l'illustration colle au texte, même si des fois on fait des illustrations a priori. Et puis, et c'est pas les deadlines les plus compliqués à tenir, hein, l'écriture et l'illustration, parce qu'après il y a la maquette, le graphic design. On peut poser quelque chose, mais c'est pas. Puis après, il faut l'imprimer, il faut le transporter, il faut le vendre. Je suis un peu comme toi, moi j'ai tout vu, y compris décharger des conteneurs, mais ou faire du SAD ou machin, mais c'est vraiment la partie la plus fun, l'écriture, jusqu'au moment où on dit hop, le fichier, on peut l'envoyer chez un imprimeur. C'est pas, mais c'est vrai qu'on se fixe, parce que un livre par an, 2 livres par an par bien, 3 livres par an, 4 livres, il y a X gammes, donc nous on travaille sur énormément de gammes, en localisation et en création. On est obligé de réagir vite. Mais les deadlines, ouais. C'est totalement différent. Ouais. On a un pitch et puis ils écrivent leur truc chacun dans leur monde. Je vais juste, pour compléter sur les deadlines, il y a une deadline qu'un éditeur de roman ne peut pas dépasser, c'est l'imprimeur. Parce que l'imprimeur, on prend rendez-vous 1 an avec, 1 an à l'avance. On achète le papier en avance. Un papier qui est réservé, pas toi, mais dans l'édition littéraire, si. On achète le papier 1 an à l'avance, il est livré. Et si vous n'avez rien à proposer à ce moment-là, c'est mort. Vous avez un créneau de publication qui saute, et alors là, ça enchaîne sur 1 an de retard, minimum. Donc, cette deadline physique de l'impression, oui, mais toi, c'est pas les mêmes échelles pour Asmodée, c'est sûr. Mais pour la plupart des éditeurs que vous trouvez en librairie, c'est ça, c'est un créneau, c'est 1 an à l'avance. Et si la date n'est pas respectée, c'est repoussé d'1 an minimum. Et puis alors, vous vous retrouvez avec des pertes, hein, puisque le papier que vous avez payé, le carton que vous avez payé, tout ça, et ben, ça va dormir. Et si ça dort, il y a des impôts dessus. Ouais,
Voilà. Et puis, en ce moment, avec la crise du papier et du carton, ça va être revendu. Croyez. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir le racheter. Plus cher. Plus cher, évidemment. Donc, ouais, la deadline, c'est pas les mêmes problématiques dans les différents milieux. Ouais. Donc, Mike. Allez, une dernière question, peut-être. Bonjour, je vais deux questions, je vais regarder. Tu choisis la meilleure. C'est d'en faire une seule. J'ai remarqué, depuis des années que je fais du jeu de rôle, il y a quand même un certain nombre pour les gens médiévales fantastiques, souvent des rôles en fantastique, notamment dans les assos, dans les quelques conventions où je suis allé. Est-ce que vous avez une explication que on a pas d'un acteur? Oui. Non. Moi, le médiéval fantastique, tu peux l'imaginer. La SF, tu peux l'imaginer, mais c'est extrêmement compliqué de le décrire. C'est-à-dire que tu vas utiliser des ressorts du médiéval fantastique pour justifier ta SF. C'est-à-dire que la téléportation, tu l'envisages comme du médiéval fantastique. On est incapable, l'esprit, enfin, je dis on est incapable, on n'exagère pas, toujours. On peut imaginer un petit peu ce qui va se passer dans 4000 ans, mais on n'en est absolument pas certain, puisque plus ça va, plus l'évolution est rapide. C'est-à-dire qu'il y a 8 mois, on n'aurait pas parlé de ChatGPT ou de ça. C'est-à-dire que quand on regarde Star Trek, à l'époque, les téléphones cellulaires, ça nous faisait rigoler. Maintenant, on en a tous dans la poche, et mieux. On a des ordinateurs qui sont hyper puissants dans la poche, et donc on a difficilement la capacité. Moi, je travaille sur un jeu de rôle, là, c'est Twilight Imperium, donc c'est du Dune, c'est du Star Wars, c'est un petit peu tout mélangé. Et c'est très compliqué de se projeter dans 5000 ans, parce que ce qui nous paraît aberrant aujourd'hui est peut-être facile, et donc on utilise des ressorts du médiéval fantastique, paradoxalement, pour décrire quelque chose qui est dans le futur. C'est simple, c'est-à-dire qu'on sait ce que c'est qu'un monstre, on sait ce que c'est qu'un piège, on sait ce que c'est ci, ce que c'est ça. Et le médiéval fantastique utilise la magie ou le psy pour décrire quelque chose qu'on ne sait pas faire, mais qui sera peut-être une réalité dans le futur, mais qu'un maître de jeu a du mal à expliquer, à décrypter, à mettre en place, et donc qu'un éditeur ou qu'un auteur a du mal à faire comprendre. C'est très compliqué de faire comprendre de la SF. Moi j'ai vu la théorie des 3 corps, je ne sais plus, c'est peut-être le problème des 3 corps. Le problème des 3 corps, je ne comprends pas trop, mais là c'est un ouvrage que tout le monde a fait en ce moment, et vraiment je suis complètement perdu. Parce que c'est on a du mal à le visualiser. Dune, tout le monde aime Dune, c'est du médiéval fantastique. C'est du médiéval fantastique. Star Wars, c'est du médiéval fantastique. Tout. Donc, je pense que c'est pour ça, et que les éditeurs comme les auteurs, là, la transmobilité, c'est ça. On arrive, on commence à le comprendre parce que c'est des sujets qui nous affectent, mais après, c'est très 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 compliqué à retranscrire, à faire comprendre. Je pense que c'est ça. Alors, moi, je veux bien rebondir dessus, vraiment. En fait, historiquement, dans l'histoire du jeu de rôle, quand tu lis l'histoire du jeu de rôle de Julien Pirou, tu vois que c'est déjà très ancré dans les racines du genre du jeu de rôle, le Medfan, avec Donjons et Dragons. Ça fait partie des 3 grands genres, en fait, qui sont les plus populaires à la base dans l'histoire du jeu de rôle, quand ça prend racine aux USA, avec le genre de super-héros et l'ASF. Je pense aussi que c'est lié au fait qu'on a des fandoms assez puissants en Europe et en Amérique vis-à-vis de tout ce qui est communauté autour de Seigneur des Anneaux, tout ça. On a vraiment un terreau hyper fertile, et c'est un des grands champs de recherche les plus florissants au niveau de la recherche universitaire et de la littérature. Notamment, il y a Anne Besson là, qui a sorti la semaine dernière le monde médiéval fantastique, je ne trouve pas là, enfin, j'ai plus le titre exact en tête, mais en tout cas c'est quelque chose qui est très présent en France. Et d'ailleurs, si tu as l'occasion de lire un petit peu la thèse de Coralie David qui est accessible en ligne, tu auras l'occasion de lire en fait les influences du Medfan et comment ça prend racine et comment ça se transmet aussi à travers d'autres médias. Justement, on en revient à ça en fait, c'est vraiment le fait que c'est très poreux entre tous les médias et qu'on a une forte communauté avec cette culture là, quoi.
on est sur une génération de gamins qui ont tous vu, enfin, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, gna gna, enfin, c'est toutes les séries qu'on pouvait voir à la con aussi dans les années 90, la Xena, Hercule et tout là, enfin, vraiment on a un terreau de base là en France très populaire qui a été biberonné à ça et c'est normal que les gamins y reprennent. Toi tu me fais des pouces en bas toi sur Xena Bref, on a une tradition du made fan quoi, en France très présente. Dans la littérature, c'est totalement différent, c'est très cyclique. C'est-à-dire que là, on sort d'une période où c'était la SF qui était... alors, historiquement, en France, on n'a pas la même perception dans les milieux littéraires de la fantasy et de la science-fiction. Pour des raisons essentiellement politiques, puisqu'on a la plupart des auteurs de SF de la grande, ce qu'on appelait la génération dorée des années 60, 70, 80, c'était des gauchistes, des turbo-gauchistes, et que en fait, voilà, je ne vais pas le dire, face à quelques auteurs plus médiévisants qui étaient eux par contre très marqués à droite. Et l'intelligentsia culturelle a toujours favorisé ces gens qui étaient des gens de gauche plutôt que des gens de droite. Alors, je ne porte pas de jugement là-dessus, même si j'ai des opinions politiques comme tout le monde, mais c'est un fait. C'est un fait, c'est que c'était très, très, très mal vu dans les milieux littéraires de lire, et encore plus d'écrire de la SF, du medfan. Ensuite, aujourd'hui, on sort un peu de la SF grâce à un phénomène littéraire qui cartonne auprès des jeunes, qui s'appelle la romantaisie. Vous connaissez pas la romantaisie? Estimez-vous heureux. Twilight, à côté, c'est de la grande littérature. Le pire dans la romantaisie étant la romantisation des relations toxiques. Oh, il me bat, mais c'est pas grave, je l'aime, je vais le changer. Voilà, ça c'est typique, et ça c'est effectivement à l'heure actuelle c'est en train d'exploser. Il y a même une librairie qui s'est montée à Toulouse exclusivement sur le thème de la romantaisie. Voilà, qui s'appelle Les Comptoirs du Rêve, qui est pas très loin de chez moi d'ailleurs. Mais en gros, tout ce qui était en fait, pourquoi c'est perçu comme de droite et de gauche? Parce que la SF va vers l'avenir et essaye d'envisager d'une nouvelle société. Le médiéval fantastique, c'est le doudou, c'est le passé, c'est ce genre de choses. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Non. J'ai suffisamment lu ces dernières années de médiéval fantastique pour savoir que c'est pas forcément le cas. Et il y a beaucoup de SF, Robert Heinlein peut le témoigner, proto-fasciste. Mais ça aussi, ça explique en France aussi le retard qu'on a de la perception du jeu de rôle, et parce que cette dominante de la fantasy qui vient des milieux anglo-saxons était très mal perçue en France à cause de ça. Et donc... Je peux rien casser. Écoutez, je suis certain qu'il y avait encore beaucoup de questions et probablement beaucoup de choses à dire, mais il y a quand même un moment où il va falloir qu'on passe à table. Donc par égard pour nos cuistots qui essaient de gérer le timing, on va devoir lever le camp et commencer à monter les tables. Je voudrais vous remercier infiniment tous les 5 de nous avoir fait le plaisir de votre présence et pour ces échanges particulièrement enrichissants. C'était une première pour nous, mais j'espère que voilà, tout le monde a passé un très bon moment. En tout cas, moi j'ai trouvé ça top. Bien, merci à tous. Et puis, voilà, on va essayer de mettre la salle en position banquet, le temps de trouver un barde attaché à un arbre, et on sera pareil.